Imaginez ma vie, bâtie brique par brique, une réussite forgée à la sueur de mon front, réduite en miettes par un simple souhait, prononcé par la personne que j'aimais le plus au monde. C'est une histoire de trahison, de douleur, mais aussi de justice froide et implacable. Écoutez-la jusqu'au bout, et dites-moi, sincèrement, qu'auriez-vous fait à ma place? Était l'anniversaire de mes 25 ans, sa fête somptueuse, sur un rooftop parisien, avec une vue à couper le souffle sur les toits de la capitale. J'avais tout donné pour elle, ma fille Cassandre, que j'appelais tendrement Cassie. Des milliers d'euros avaient été dépensés pour cette soirée, un témoignage éclatant de mon amour inconditionnel et de ma réussite, pensée pour elle. Alors que je m'éloignais un instant pour prendre un appel discret, je l'ai entendue, près d'une alcôve où le bruit de la fête s'estompait. Elle parlait à sa meilleure amie Chloé, sans se douter que j'étais là, si proche, écoutant chaque mot. Cassie se plaignait de moi, de ma nature, surprotectrice, de mon contrôle, constant sur sa vie. Et puis, ces mots sont tombés, tranchants comme une lame de glace, avec une désinvolture qui m'a transpercé le cœur. Honnêtement, le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire, ce serait de mourir. Comme ça, je serais enfin libre et j'aurais mon héritage. Le monde s'est arrêté. La musique, les rires, les lumières de Paris scintillant autour de nous, tout est devenu silencieux, assourdissant. Ce n'était pas de la colère que j'ai ressentie en premier lieu, ni même des larmes, mais une appréhension glaciale, une résolution profonde et inébranlable qui s'est ancrée en moi. Ma vie n'avait pas commencé sur un rooftop parisien, je venais d'une banlieue modeste, de la rareté, de la nécessité. J'ai appris la valeur de chaque centime, de chaque effort. J'ai travaillé sans relâche, enchaînant les petits boulots pour payer mes études du soir, brique par brique, jusqu'à fonder le roi immobilier. Mon empire, ma fierté, était le fruit d'une détermination de fer, d'une intelligence stratégique aiguisée par les épreuves. J'avais surmonté la pauvreté, le décès tragique de mon mari quand Cassie n'avait que 5 ans, pour construire un avenir solide et luxueux pour elle. Cassie était devenue l'unique raison d'être de mon ambition, le réceptacle de tout mon amour, mon héritage, la justification de chaque sacrifice. Ma société florissante, ma réputation de femme d'affaires redoutable, mes initiatives philanthropiques, tout cela, à mes yeux, était pour elle. Entendre ces mots, cette avarice déguisée en désir de liberté, a détruit l'idéal que j'avais construit, brisé le lien sacré que je croyais partager avec ma fille. La trahison était pas seulement une blessure, était l'anéantissement de toute une vie d'efforts et d'amour inconditionnel. Dans les jours qui ont suivi cette nuit fatidique, mon monde intérieur était en ruine, mais en apparence, je maintenais une façade impeccable. La douleur était une compagne constante, un vide abyssal qui éclipsait toutes les luttes passées. Sans un mot, sans un signe avant-coureur, j'ai initié la première phase de mon plan. Mystérieusement, les cartes de crédit de Cassie ont commencé à être refusées, son argent de poche a cessé d'arriver, et le loyer de son appartement de luxe, que je payais estimé à 5 000 € par mois, est resté impayé. Cassie, habituée à une vie de richesse sans effort, a d'abord pensé à une simple négligence, un problème technique passager, loin de se douter de l'ampleur de ce qui l'attendait. Mais les robinets financiers sont restés désespérément secs. Son style de vie, fait de marques de luxe et de soirées mondaines, s'est effondré avec une rapidité déconcertante. Ses amis, attirés par son aisance, ont commencé à prendre leur distance, les uns après les autres. Elle a été confrontée à des humiliations publiques, refus d'entrer dans des clubs exclusifs, sa voiture de sport saisie, et finalement, le coup de grâce, l'expulsion de son somptueux appartement parisien. Les murmures circulaient dans notre cercle social. Tu as entendu parler de Cassie? Sa mère l'a coupé les vivres. Au milieu de tout cela, j'ai ignoré ses appels de plus en plus désespérés, laissant le poids de ses propres paroles et de ses actes s'abattre sur elle, avec une froide détermination. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai transformé la trahison la plus douloureuse de ma propre fille en une leçon inoubliable. Était l'anniversaire de ses 25 ans, une fête somptueuse sur un rooftop parisien, avec une vue incroyable sur la capitale. Moi, Évelyne Leroy, j'avais tout donné pour elle. Ma fille, Cassandre, ma Cassie adorée. Des milliers d'euros avaient été dépensés pour cette soirée, une preuve de mon amour inconditionnel et de ma réussite, pensée uniquement pour son bonheur. Et pourtant, tout allait basculer en un instant. Alors que éloigné un instant pour prendre un appel discret, je l'ai entendue, près d'une alcôve où le bruit de la fête s'estompait. Elle parlait à sa meilleure amie, Chloé, sans se douter que j'étais là, si proche, écoutant chaque mot. Cassie se plaignait de moi, de ma nature surprotectrice, de mon contrôle constant sur sa vie. Et puis, ces mots sont tombés, tranchants comme une lame de glace,
avec une désinvolture qui m'a transpercé le cœur. Honnêtement, le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire ce serait de mourir. Comme ça je serais enfin libre, et j'aurais mon héritage. Mon monde s'est arrêté. La musique, les rires, les lumières de Paris scintillant autour de nous, tout est devenu silencieux, assourdissant. Ce haine était pas de la colère que j'ai ressentie en premier lieu, ni même des larmes, mais une appréhension glaciale, une résolution profonde et inébranlable qui s'est ancrée en moi. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, sincèrement, qu'auriez-vous fait à ma place? Ma vie n'avait pas commencé sur un rooftop parisien, croyez-moi. Je venais d'une banlieue modeste, où la rareté était la norme et la nécessité, une compagne quotidienne. J'ai appris la valeur de chaque centime, de chaque effort, bien avant de savoir compter mes réussites. J'ai travaillé sans relâche, enchaînant les petits boulots pour payer mes études du soir, brique par brique, jusqu'à fonder mon propre empire. Le roi immobilier. Était ma fierté, le fruit d'une détermination de fer, d'une intelligence stratégique aiguisée par les épreuves. J'avais surmonté la pauvreté, le décès tragique de mon mari quand Cassie n'avait que 5 ans, pour construire un avenir solide et luxueux pour elle. Cassie était devenue l'unique raison d'être de mon ambition, le réceptacle de tout mon amour, mon héritage, la justification de chaque sacrifice. Ma société florissante, ma réputation de femme d'affaires redoutable, mes initiatives philanthropiques, tout cela à mes yeux, était pour elle, pour qu'elle ne manque jamais de rien. Entendre ces mots, cette avarice déguisée en désir de liberté, a détruit l'idéal que j'avais construit, brisé le lien sacré que je croyais partager avec ma fille. La trahison-haine était pas seulement une blessure profonde, était l'anéantissement de toute une vie d'effort et d'amour inconditionnel. Était comme si le sol était dérobé sous mes pieds, laissant un vide abyssal, là où se trouvait autrefois la joie. Dans les jours qui ont suivi cette nuit fatidique, mon monde intérieur était en ruine, mais en apparence, je maintenais une façade impeccable. La douleur était une compagne constante, un vide abyssal, qui éclipsait toutes les luttes passées. Sans un mot, sans un signe avant-coureur, j'ai initié la première phase de mon plan. Mystérieusement, les cartes de crédit de Cassie ont commencé à être refusées, son argent de poche a cessé d'arriver, et le loyer de son appartement de luxe, que je payais, estimé à 5 000 € par mois, est resté impayé. Cassie, habituée à une vie de richesse sans effort, a d'abord pensé à une simple négligence, un problème technique passager, loin de se douter de l'ampleur de ce qui l'attendait. Mais les robinets financiers sont restés désespérément secs. Son style de vie, fait de marques de luxe et de soirées mondaines, s'est effondré avec une rapidité déconcertante. Ses amis, attirés par son aisance, ont commencé à prendre leur distance, les uns après les autres. Elle a été confrontée à des humiliations publiques, refus d'entrer dans des clubs exclusifs, sa voiture de sport saisie, et finalement, le coup de grâce, l'expulsion de son somptueux appartement parisien. Les murmures circulaient dans notre cercle social. « Tu as entendu parler de Cassie ? Sa mère l'a coupé les vivres. » Au milieu de tout cela, j'ai ignoré ses appels de plus en plus désespérés, laissant le poids de ses propres paroles et de ses actes s'abattre sur elle, avec une froide détermination. La leçon venait de commencer. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi, sincèrement, qu'auriez-vous fait à ma place? Moi, Évelyne Leroy, je n'oublierai jamais cette nuit. Était l'anniversaire de ses 25 ans, une fête somptueuse sur un rooftop parisien, avec une vue à couper le souffle sur les toits de la capitale. J'avais tout donné pour elle, ma fille, Cassandre, ma Cassie adorée. Des milliers d'euros avaient été dépensés pour cette soirée, une preuve éclatante de mon amour inconditionnel et de ma réussite, pensée uniquement pour son bonheur. Pourtant c'est là, au milieu de cette joie apparente, que mon monde s'est brisé en 1000 morceaux. Étais éloigné un instant pour prendre un appel discret, cherchant un peu de calme loin du brouhaha des invités. C'est là que je l'ai entendu. Près d'une alcôve où le bruit de la fête s'estompait. Comme si le destin voulait que je sois témoin. Cassie parlait à sa meilleure amie, Chloé, sans se douter que était si proche, écoutant chaque mot. Elle se plaignait de moi, de ma nature surprotectrice, de mon contrôle, constant sur sa vie. Et puis, ces mots sont tombés, tranchants comme une lame de glace, avec une désinvolture qui m'a transpercé le cœur. Honnêtement, le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire, ce serait de mourir. Comme ça je serais enfin libre et j'aurais mon héritage. Le monde s'est arrêté net autour de moi. La musique joyeuse, les rires des invités, les lumières scintillantes de Paris, tout est devenu silencieux, assourdissant, comme si était la seule à exister dans cet instant précis. Ce haine était pas de la colère que j'ai ressentie en premier lieu, ni même des larmes, mais une appréhension glaciale,
une résolution profonde et inébranlable, qui s'est ancrée en moi, gelant mon sang. C était le moment précis où tout a basculé, où l'amour inconditionnel s'est transformé en une détermination froide, le début d'un chemin de non-retour pour nous deux. Croisillon ACT 1. Aujourd'hui vous allez découvrir comment j'ai transformé la trahison la plus douloureuse de ma propre fille en une leçon inoubliable. C était l'anniversaire de ses 25 ans, une fête somptueuse sur un rooftop parisien, avec une vue incroyable sur la capitale. Moi Evelyne Leroy, j'avais tout donné pour elle, ma fille, Cassandre, ma Cassie adorée. Des milliers d'euros avaient été dépensés pour cette soirée, une preuve de mon amour inconditionnel et de ma réussite, pensée uniquement pour son bonheur. Et pourtant, tout allait basculer en un instant. Alors que je m'aime, éloignée un instant pour prendre un appel discret, je l'ai entendue, près d'une alcôve où le bruit de la fête s'estompait. Elle parlait à sa meilleure amie, Chloé, sans se douter que J était là, si proche, écoutant chaque mot. Cassie se plaignait de moi, de ma nature surprotectrice, de mon contrôle constant sur sa vie. Et puis, ces mots sont tombés, tranchants comme une lame de glace, avec une désinvolture qui m'a transpercé le cœur. Honnêtement, le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire ce serait de mourir. Comme ça je serais enfin libre et j'aurais mon héritage. Mon monde s'est arrêté. La musique, les rires, les lumières de Paris scintillant autour de nous, tout est devenu silencieux, assourdissant. Ce haine était pas de la colère que j'ai ressentie en premier lieu, ni même des larmes, mais une appréhension glaciale, une résolution profonde et inébranlable, qui s'est ancrée en moi. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi sincèrement qu'auriez-vous fait à ma place. Ma vie n'avait pas commencé sur un rooftop parisien, croyez-moi. Je venais d'une banlieue modeste, où la rareté était la norme et la nécessité, une compagne quotidienne. J'ai appris la valeur de chaque centime, de chaque effort, bien avant de savoir compter mes réussites. J'ai travaillé sans relâche, enchaînant les petits boulots pour payer mes études du soir, brique par brique, jusqu'à fonder mon propre empire, Leroy Immobilier. C était ma fierté, le fruit d'une détermination de fer, d'une intelligence stratégique aiguisée par les épreuves. J'avais surmonté la pauvreté, le décès tragique de mon mari quand Cassie n'avait que 5 ans, pour construire un avenir solide et luxueux pour elle. Cassie était devenue l'unique raison d'être de mon ambition, le réceptacle de tout mon amour, mon héritage, la justification de chaque sacrifice. Ma société florissante, ma réputation de femme d'affaires redoutable, mes initiatives philanthropiques, tout cela, à mes yeux, était pour elle, pour qu'elle ne manque jamais de rien. Entendre ces mots, cette avarice déguisée en désir de liberté, a détruit l'idéal que j'avais construit, brisé le lien sacré que je croyais partager avec ma fille. La trahison haine était pas seulement une blessure profonde, était l'anéantissement de toute une vie d'effort et d'amour inconditionnel. Était comme si le seul S était dérobé sous mes pieds, laissant un vide abyssal là où se trouvait autrefois la joie. Dans les jours qui ont suivi cette nuit fatidique, mon monde intérieur était en ruine, mais en apparence, je maintenais une façade impeccable. La douleur était une compagne constante, un vide abyssal, qui éclipsait toutes les luttes passées. Sans un mot, sans un signe avant-coureur, j'ai initié la première phase de mon plan. Mystérieusement, les cartes de crédit de Cassie ont commencé à être refusées, son argent de poche a cessé d'arriver, et le loyer de son appartement de luxe, que je payais estimé à 5 000 € par mois, est resté impayé. Cassie, habituée à une vie de richesse sans effort, a d'abord pensé à une simple négligence, un problème technique passager, loin de se douter de l'ampleur de ce qui l'attendait. Mais les robinets financiers sont restés désespérément secs. Son style de vie, fait de marques de luxe et de soirées mondaines, s'est effondré avec une rapidité déconcertante. Ses amis, attirés par son aisance, ont commencé à prendre leur distance, les uns après les autres. Elle a été confrontée à des humiliations publiques, refus d'entrer dans des clubs exclusifs, sa voiture de sport saisie, et finalement, le coup de grâce, l'expulsion de son somptueux appartement parisien. Les murmures circulaient dans notre cercle social. Tu as entendu parler de Cassie? Sa mère l'a coupé les vivres? Au milieu de tout cela, j'ai ignoré ses appels de plus en plus désespérés, laissant le poids de ses propres paroles et de ses actes s'abattre sur elle, avec une froide détermination. La leçon venait de commencer. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi, sincèrement, qu'auriez-vous fait à ma place? Moi, Evelyne Leroy, je n'oublierai jamais cette nuit. Était l'anniversaire de ses 25 ans, une fête somptueuse sur un rooftop parisien, avec une vue à couper le souffle sur les toits de la capitale. J'avais tout donné pour elle, ma fille, Cassandre,
ma Cassie adorée. Des milliers d'euros avaient été dépensés pour cette soirée, une preuve éclatante de mon amour inconditionnel et de ma réussite, pensée uniquement pour son bonheur. Pourtant, c'est là, au milieu de cette joie apparente, que mon monde s'est brisé en 1000 morceaux. Je étais éloigné un instant pour prendre un appel discret, cherchant un peu de calme loin du brouhaha des invités. C'est là que je l'ai entendu, près d'une alcôve où le bruit de la fête s'estompait, comme si le destin voulait que je sois témoin. Cassie parlait à sa meilleure amie, Chloé, sans se douter que j'y étais si proche, écoutant chaque mot. Elle se plaignait de moi, de ma nature surprotectrice, de mon contrôle constant sur sa vie. Et puis, ces mots sont tombés, tranchants comme une lame de glace, avec une désinvolture qui m'a transpercé le cœur. Honnêtement, le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire, ce serait de mourir. Comme ça je serais enfin libre et j'aurais mon héritage. Le monde s'est arrêté net autour de moi. La musique joyeuse, les rires des invités, les lumières scintillantes de Paris, tout est devenu silencieux, assourdissant, comme si Jean était la seule à exister dans cet instant précis. Ce n'était pas de la colère que j'ai ressentie en premier lieu, ni même des larmes, mais une appréhension glaciale, une résolution profonde et inébranlable qui s'est ancrée en moi, gelant mon sang. C'était le moment précis où tout a basculé, où l'amour inconditionnel s'est transformé en une détermination froide, le début d'un chemin de non-retour pour nous deux. Croisillon à CT2. Ma vie, vous savez, n'a pas commencé avec des privilèges, loin de là. J'ai grandi dans une banlieue populaire de Paris, un endroit où l'argent était rare, et où le travail acharné n'était pas une option, mais une nécessité quotidienne. Chaque jour était une leçon sur la valeur des choses, sur le fait que rien n'était jamais acquis, et que chaque petit plaisir, chaque repas sur la table, devait être mérité par la sueur de son front. Cette réalité m'a forgé dès mon plus jeune âge, m'a donné une soif insatiable d'aller de l'avant, de ne jamais me contenter du minimum que la vie semblait me réserver. Cette enfance difficile, ce manque constant, ont allumé en moi une flamme, une ambition féroce qui allait définir toute ma trajectoire. Je savais que je devais me battre pour construire une vie meilleure, non seulement pour moi, mais pour ceux qui me seraient chers, et cette conviction ne m'a jamais quitté. J'ai commencé par enchaîner les petits boulots, des tâches ingrates, et souvent mal payées, mais chacune d'elles était une marche vers mes études du soir. Était épuisant, je travaillais toute la journée, et j'y étudiais la nuit, souvent avec très peu de sommeil. Mais chaque livre ouvert, chaque cours suivi, était un investissement dans mon avenir. Je me souviens d'avoir économisé chaque centime, de knackser, être privé de tant de choses pour pouvoir payer mes frais de scolarité, mes manuels. Cette période a développé en moi une discipline de fer et une capacité à gérer mes ressources avec une précision chirurgicale. Je ne comptais pas mes heures, je ne plaignais jamais, car chaque effort me rapprochait de mon rêve, de cette vie que j'imaginais, loin de la précarité de mes débuts. La rareté m'avait appris la valeur de l'abondance, et je me battais pour la créer. C'est ainsi, brique par brique, avec une persévérance que peu de gens auraient cru possible, que j'ai fondé Leroy Immobilier. Ce n'était pas juste une entreprise, c'était le fruit de mes tripes, de mes sueurs, de mes larmes. J'ai commencé avec rien, juste une idée, une détermination sans faille, et une connaissance intuitive du marché que j'avais développé en observant le monde autour de moi. Chaque acquisition, chaque vente, chaque projet de développement, était une victoire durement gagnée. Mon empire, ma fierté, était le témoignage vivant de ce qu'une femme, partie de rien, pouvait accomplir avec une volonté inébranlable et une intelligence stratégique aiguisée par les épreuves de la vie. Je n'ai jamais eu peur de prendre des risques calculés, de me relever après chaque échec, et c'est cette résilience qui a bâti ma réussite. Mon caractère s'est forgé dans ces feux de l'adversité. J'y étais, et je suis toujours, une femme intelligente, disciplinée, et dotée d'une volonté de fer qui ne fléchit jamais face aux obstacles. J'ai appris à anticiper, à planifier, à voir au-delà des apparences. Les épreuves m'ont rendue plus forte, plus aguerrie, m'ont donné une capacité unique à résoudre les problèmes et à prendre des décisions difficiles sans trembler. Cette force intérieure n'était pas de la froideur, mais une carapace nécessaire pour naviguer dans un monde impitoyable. J'ai toujours cru en la valeur du travail acharné, de l'honnêteté, mais aussi en l'importance de savoir se défendre et de ne jamais laisser quiconque me marcher dessus. C'est cette combinaison de détermination et de pragmatisme qui m'a hissé au sommet. Au milieu de cette ascension professionnelle, j'ai rencontré un homme, mon mari. Il était charmant, un artiste dans l'âme, moins ambitieux que moi, c'est vrai, mais il apportait une douceur et une légèreté à ma vie qui m'étaient précieuses. Il voyait le monde sous un angle différent, avec une sensibilité qui équilibrait ma nature plus pragmatique.
Il était mon refuge, celui qui me rappelait de respirer, de profiter des petits moments de bonheur. Notre relation était un havre de paix dans mon quotidien effréné, une source d'amour et de soutien inconditionnel. Il m'a appris à aimer sans retenue, à lâcher prise parfois, et c'est avec lui que j'ai découvert la joie simple d'un foyer, d'un véritable partenariat. Sa présence était un baume, une ancre dans ma vie tumultueuse, et je chérissais chaque instant passé à ses côtés. Mais la vie, parfois, est d'une cruauté insondable. Le destin a frappé de manière tragique, emportant mon mari bien trop tôt, quand notre fille, Cassie, n'avait que 5 ans. Le choc fut immense, la douleur insupportable. Je me suis retrouvée seule, veuve, avec une petite fille à élever, et un empire à gérer. Ce fut la période la plus sombre de ma vie, un vide abyssal, s'est ouvert en moi. Mais je n'avais pas le droit de m'effondrer. Pour Cassie, pour son avenir, je devais rester debout. Je me suis relevée, non sans mal, portant le poids de mon chagrin en silence, mais avec une détermination renouvelée. Devenir mère célibataire a décuplé ma force et ma volonté, m'obligeant à puiser au plus profond de moi, des ressources insoupçonnées, pour continuer à avancer. C'est à partir de ce moment-là que Cassie est devenue l'unique raison d'être de mon ambition. Elle était le réceptacle de tout mon amour, de mes rêves brisés, de mon désir ardent de lui offrir la vie que je n'avais jamais eue, et que son père n'avait pas pu lui donner. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque heure passée au bureau, tout était pour elle. Je voulais qu'elle ne manque jamais de rien, qu'elle ait toutes les opportunités, qu'elle vive une vie de confort et de sécurité que je n'avais connue qu'à force de luttes acharnées. Elle était ma lumière, ma motivation constante, le pourquoi de chaque nouveau projet, de chaque nouvelle réussite. Son bonheur était ma priorité absolue, le moteur de mon existence, et je me suis voué corps et âme à lui construire un avenir radieux. Cassie était à mes yeux mon héritage le plus précieux, la justification de chaque sacrifice, de chaque renoncement personnel. Je ne la voyais pas seulement comme ma fille, mais comme la continuation de tout ce que j'avais bâti, le symbole de ma réussite et de mon amour inconditionnel. Ma vie était un long chemin de privation et d'effort, et je m'étais juré qu'elle n'aurait jamais à connaître les mêmes difficultés. Je lui avais tout donné. Un nom respecté, une fortune conséquente, une éducation privilégiée, et surtout, un amour sans limite, et une protection constante. Je voulais qu'elle soit libre de choisir, de rêver, sans les contraintes financières ou sociales qui avaient pesé sur ma propre jeunesse. Elle était le couronnement de tous mes efforts, la concrétisation de ma vision d'une vie meilleure. Ma société florissante, le roi immobilier, ma réputation de femme d'affaires redoutable et mes initiatives philanthropiques, tout cela, dans mon esprit, était finalement pour elle. Je bâtissais un empire solide, non pas pour ma propre gloire, mais pour lui assurer un avenir serein, et une position respectée dans la société. Les œuvres de charité que je soutenais, les projets sociaux que je finançais, tout cela visait aussi à lui transmettre des valeurs, à lui montrer l'importance de l'engagement et de la générosité. Je voulais qu'elle soit fière de moi, de ce que j'avais accompli, et qu'elle puisse un jour prendre le relais, si tel était son désir, en sachant que les fondations étaient solides, construites avec amour et détermination. La trahison de Cassie était donc pas une simple blessure, était l'anéantissement de toute une vie d'efforts, de sacrifices et d'amour inconditionnel. Elle était pas juste une fille, elle était l'aboutissement de mon parcours, la raison de mon acharnement. Entendre ces mots de sa bouche, ce désir de me voir disparaître pour toucher son héritage, a brisé bien plus qu'un cœur de mère. Cela a pulvérisé l'idéal que j'avais nourri, la vision d'un avenir partagé, le lien sacré que je croyais indéfectible. Était comme si elle avait craché sur chaque goutte de sueur, chaque larme versée, chaque nuit blanche passée à construire ce qui, je le pensais, devait être son bonheur. Tout ce que j'avais bâti pour elle s'est effondré en un instant, transformant mon amour en une douleur glaciale, et une détermination implacable. Dans les jours qui ont suivi cette nuit fatidique, mon monde intérieur était en ruine. Un champ de débris, où l'amour maternel avait été pulvérisé par des mots cruels. En apparence, je maintenais une façade impeccable, souriant aux affaires, dirigeant mon empire comme à l'accoutumée. Mais au fond de moi, la douleur était une compagne constante, un vide abyssal qui éclipsait toutes les luttes passées, toutes les victoires. Ce était plus la même Évelyne qui se levait chaque matin. Était une femme brisée, certes, mais surtout une femme animée par une résolution glaciale, une détermination inébranlable, à faire face à la trahison la plus profonde de ma vie. Le choc émotionnel avait été ma propre chute, le début d'une transformation silencieuse. La perte initiale la plus déchirante fut l'anéantissement du lien mère-fille de cet idéal que j'avais construit autour de Cassie depuis sa naissance.
Cet amour inconditionnel, cette projection de mes rêves et de mes sacrifices, était évanoui en un instant. Mon cœur saignait, mais mes mains restaient fermes. Sans un mot, sans un signe avant-coureur, j'ai initié la première phase de mon plan. Était une danse macabre, une chorégraphie silencieuse de la destruction, où chaque pas était calculé, chaque action, un coup porté à l'ignorance et à l'ingratitude. Je devais lui montrer la valeur des choses, et la seule façon était de lui retirer tout ce qu'elle tenait pour acquis. Mystérieusement, les cartes de crédit de Cassie ont commencé à être refusées, son argent de poche a cessé d'arriver, et le loyer de son appartement de luxe, que je payais, estimé à 5 000 € par mois, est resté impayé. Je savais qu'elle, habituée à une vie de richesse sans effort, penserait d'abord à une simple négligence, un problème technique passager. Je l'imaginais, agacée, tentant de comprendre ce petit accroc dans son existence dorée, loin de se douter de l'ampleur du tsunami financier qui s'abattait sur elle. Mon observatoire privilégié me permettait de voir chaque détail de sa confusion, de son agacement, et cette observation alimentait ma froide détermination. Les robinets financiers sont restés désespérément secs, malgré ses tentatives répétées de résoudre ce qu'elle considérait comme une erreur. J'ai laissé le temps faire son œuvre, laissant la réalité s'installer lentement, mais sûrement. Son style de vie, fait de marques de luxe, de virées shopping incessantes et de soirées mondaines, s'est effondré avec une rapidité déconcertante. Je voyais les premières fissures apparaître dans sa bulle dorée, les premiers signes de l'inconfort qu'elle n'avait jamais connu. Chaque jour, un peu plus de sa superficialité écaillait, révélant la vulnérabilité sous le vernis. Puis, les amis. Ses amis, attirés par son aisance financière, par les privilèges qu'elle représentait, ont commencé à prendre leur distance. J'ai vu les invitations se raréfier, les messages rester sans réponse, les sourires se figer. Était une scène classique, un spectacle que j'avais déjà observé maintes fois dans le monde impitoyable des affaires. La richesse attire les loups, la pauvreté les disperse. Cassie apprenait à ses dépens que l'amitié véritable ne s'achète pas. Une leçon d'autant plus amère qu'elle n'avait jamais eu à se soucier de telles choses. Les humiliations publiques ont suivi, comme une série de gifles en pleine figure. Je savais qu'elle se verrait refuser l'entrée de ces clubs exclusifs, où elle avait ses habitudes, où elle se pavanait autrefois. Mon réseau d'influence, discret et efficace, était assuré que son nom ne soit plus synonyme de prestige, mais de problème. Ces petits chocs, ces affronts quotidiens, étaient autant de piqûres qui commençaient à éroder sa confiance, à la confronter à une réalité qu'elle avait toujours ignorée. Le coup fut plus direct avec la saisie de sa voiture de sport, ce symbole éclatant de son statut social, de sa liberté ostentatoire. J'ai imaginé sa rage, sa honte, alors que ce jouet précieux lui était arraché. Pour moi, était un acte symbolique fort, la reprise d'un privilège immérité. Une partie de moi souffrait de l'avoir ainsi dépouillé, mais une autre, plus froide, plus résolue, y voyait une justice poétique, un retour à la réalité par la force des choses. Le point culminant de cette phase fut l'expulsion de son somptueux appartement parisien. Ce nid douillet financé par moi était devenu le symbole de sa dépendance, de son irresponsabilité. La voir perdre son foyer, devoir faire face à la rue, même si je savais qu'elle ne serait jamais réellement à la rue, était une étape nécessaire. Était la fin d'une ère, la fin de la vie de princesse sans contrainte. Le vide qu'elle ressentait dans son appartement dépossédé était le reflet du vide que ses paroles avaient créé en moi. Les murmures ont commencé à circuler dans notre cercle social, ces ragots délicieux qui se propagent si vite. Tu as entendu parler de Cassie ? Sa mère l'a coupé les vivres. Le jugement était là, mais il ne m'atteignait pas. Je savais que certains me verraient comme une mère cruelle, d'autres comme une femme forte. Mais peu importait. Ma réputation de femme d'affaires redoutable était déjà établie, et cette nouvelle facette, celle de la mère implacable, ne faisait que la renforcer. Je ne cherchais pas l'approbation, je cherchais la justice. Au milieu de tout cela, j'ai ignoré ces appels de plus en plus désespérés. Mon téléphone sonnait sans cesse, des messages larmoyants s'accumulaient. Chaque vibration était une piqûre, un rappel de la douleur que je lui infligeais, mais aussi un rappel de la douleur qu'elle m'avait infligée. Était une torture silencieuse pour moi aussi, chaque appel ignoré était une bataille interne que je gagnais contre mon instinct maternel, au nom d'une leçon bien plus grande. Je me suis surprise à observer un changement subtil dans le ton de ces messages. L'agacement initial avait fait place à l'incompréhension, puis à la panique, et enfin, à une forme de supplication. Ce N était plus la Cassie arrogante, était une jeune femme effrayée, confrontée pour la première fois à la dureté de la vie. Cette transformation, même douloureuse, était le premier signe que mon plan,
aussi cruel soit-il, commençait à porter ses fruits. Je me suis senti plus isolé que jamais, non pas par le rejet des autres, mais par le secret et le poids de mes actions. Personne ne comprenait l'ampleur de la trahison, la profondeur de ma blessure. Je portais ce fardeau seul, naviguant entre la froideur de ma résolution et les élans de mon cœur de mère. Cette solitude était le prix à payer pour ma justice, un sacrifice personnel pour un but que je considérais essentiel. Parfois un doute fugace traversait mon esprit. Avais-je été trop loin ? Étais-je en train de détruire ma propre fille au lieu de la sauver ? Mais alors, ces mots résonnaient de nouveau dans ma mémoire, le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire, ce serait de mourir. Et le doute évanouissait, remplacé par une certitude renouvelée. Non, je ne la détruisais pas, je la forçais à voir la réalité, à se construire. Ma vie, elle, continuait son cours, prospère et enviable, aux yeux du monde. Le roi immobilier florissait, ma réputation Évelyne Leroy, la mania de l'immobilier, restait intacte. Ce contraste était frappant. Ma réussite se maintenait, tandis que celle de Cassie s'effritait. Mais cette réussite n'avait plus le même goût. Elle était teintée d'une amertume nouvelle, d'une douleur sourde. Pourtant, au fond de cette amertume, une étincelle de satisfaction commençait à poindre. La justice, lente et implacable, était en marche. Ce n'était pas une vengeance impulsive, mais une réparation calculée, une tentative désespérée de recadrer une vie qui avait déraillé. Je ne prenais pas plaisir à sa souffrance, mais à l'idée qu'une leçon essentielle était en train d'être apprise. Ma détermination s'est alors durcie, se transformant en une lame d'acier. Le chagrin restait, mais il était désormais canalisé par une volonté de faire. Je savais que je ne pouvais pas reculer, le chemin était tracé, et je devais le suivre jusqu'au bout, pour Cassie, pour moi, pour tout ce que j'avais bâti. Cette épreuve m'avait changé, me rendant plus dur, plus résolu, et paradoxalement, plus consciente de la fragilité de la vie et des relations. La leçon venait de commencer, mais elle était loin d'être terminée. Je savais que Cassie touchait le fond de son ancienne vie, mais ce était que le prélude à ce qui l'attendait. La chute était nécessaire, mais la véritable épreuve, la véritable transformation était encore à venir. Mon rôle n'était pas de la laisser sombrer, mais de la pousser à se relever, à se reconstruire, brique par brique, comme je l'avais fait autrefois. Je me suis préparé mentalement pour la suite, pour les phases plus complexes de mon plan. Ce n'était pas une tâche facile, mais j'y étais prête. Elle, Évelyne d'avant la trahison était morte, et de ses cendres, une femme nouvelle, plus forte et plus pragmatique, avait émergé. Cette épreuve, bien que dévastatrice, avait forgé en moi une détermination inébranlable à aller de l'avant, quoi qu'il en coûte. Même au plus profond de ce gouffre émotionnel, j'ai commencé à entrevoir la possibilité d'une résurrection, non pas pour moi, mais pour ma fille. La détermination de la voir se battre, de la voir grandir, était devenue ma nouvelle flamme. Elle allait devoir se relever, apprendre la vraie valeur du travail, du respect, et peut-être, un jour, de l'amour que j'avais toujours eu pour elle. C'était ma mission, et je l'accomplirais. Ma vie, bâtie brique par brique, cachait bien plus que des succès visibles. Mon véritable avantage, ce que Cassie n'aurait jamais pu soupçonner, n'était pas un héritage inattendu, ou un contact secret, mais une combinaison redoutable. Ma fortune liquide immense, mon sens aigu des affaires inégalé, et un réseau d'influence que j'avais tissé avec une patience d'araignée pendant des décennies. Cassie pensait me connaître, mais elle ne voyait que la mère, pas la femme d'affaires implacable qui avait survécu aux pires tempêtes. Elle n'avait aucune idée de la profondeur de mes ressources, ni de l'ingéniosité que j'avais développée pour les protéger et les faire fructifier, loin des regards. Pendant toutes ces années, j'avais méthodiquement construit une véritable forteresse financière. Mes investissements étaient diversifiés, mes comptes, savamment répartis, certains même à l'étranger pour une sécurité maximale. J'avais une équipe d'avocats et de conseillers financiers, des hommes et des femmes d'une loyauté indéfectible, qui avaient vu mon empire naître et grandir. Ils n'étaient pas juste des employés. Ils étaient les gardiens silencieux de ma puissance, toujours prêts à exécuter mes directives avec une discrétion absolue. Cette armée invisible était mon véritable atout, le moteur silencieux qui me permettait d'agir avec une précision chirurgicale, sans jamais laisser de traces. Mon intelligence stratégique, vous savez, n'était pas innée. Elle avait été affûtée dans le monde impitoyable de l'immobilier. Chaque négociation, chaque crise surmontée, chaque marché anticipé, m'avait rendu plus perspicace. Je comprenais les fluctuations économiques, les failles juridiques, et, surtout, la psychologie humaine. Je savais lire les intentions derrière les sourires, déceler les faiblesses, anticiper les réactions. Cette capacité à analyser, à planifier,
avoir plusieurs coups à l'avance, était devenue ma seconde nature, une arme redoutable que personne, et surtout pas ma fille, n'avait jamais envisagée. Cassie, elle, n'avait jamais vu au-delà de sa bulle dorée. Elle me percevait comme cette mère, surprotectrice, cette figure contrôlante, qui finançait son train de vie sans effort. Elle était aveuglée par son propre égoïsme, incapable d'imaginer la complexité de ma personnalité, la force qui se cachait derrière mon amour maternel. Elle pensait que mon affection était une faiblesse, une corde sur laquelle elle pouvait tirer à sa guise. Elle n'avait jamais mesuré la profondeur de ma détermination, ni la résilience forgée par une vie de privation et de combat, qu'elle n'avait jamais eu à mener. Cette sous-estimation était sa plus grande erreur. Cassie n'avait jamais imaginé que la femme qui lui avait tout donné, pouvait aussi être capable d'une telle intelligence stratégique pour riposter. Elle voyait en moi une source inépuisable de fonds, pas une adversaire capable de démanteler sa vie pièce par pièce. Mon calme apparent après ces mots cruels l'avait sans doute conforté dans l'idée que sa mère, blessée, se consumerait en silence. Mais sous cette façade, une résolution glaciale était installée, une détermination implacable que seule une mère trahie peut ressentir. Ma motivation, au-delà de la douleur, était complexe. Ce haine était pas seulement une vengeance froide, mais un désir désespéré, bien que dur, de forcer Cassie à grandir. Je voulais qu'elle comprenne la vraie valeur du travail acharné, du respect, et de l'amour inconditionnel, qu'elle avait si désinvoltement rejeté. Était une leçon de vie brutale, certes, mais à mes yeux, absolument nécessaire. Je ne voulais pas la détruire, mais la reconstruire, la forcer à se découvrir elle-même, loin de l'ombre dorée de ma fortune. Je savais que cette épreuve serait douloureuse pour elle, mais aussi pour moi. Chaque étape de mon plan était une déchirure, une bataille contre mon instinct maternel. Mais les mots de Cassie résonnaient sans cesse. Le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire, ce serait de mourir. Ces mots étaient le carburant de ma détermination, le rappel constant de la nécessité de cette dernière leçon de vie. Je devais la pousser à se confronter à la réalité, à l'humilité, à la valeur de chaque effort. C'est à ce moment-là que le public devait comprendre. La vengeance était désormais inévitable. Ce haine était plus une réaction émotionnelle, mais un plan froidement calculé, soutenu par des moyens que Cassie ne pouvait même pas imaginer. La partie était lancée, et j'avais toutes les cartes en main. Ma chute émotionnelle avait été le déclencheur, mais ma résurrection stratégique était le moteur de ce qui allait suivre. Mon pouvoir ne résidait pas seulement dans l'argent, mais dans ma capacité à manipuler les leviers invisibles de la société. Je pouvais influencer les banques, les cercles sociaux, même les opportunités professionnelles, sans jamais apparaître directement. Ce réseau d'influence, bâti avec soin, était ma baguette magique, me permettant de manœuvrer les événements avec une discrétion totale, transformant la vie de Cassie en un échiquier où chaque pièce était sous mon contrôle. J'avais les moyens de changer le jeu, de renverser la table, et de forcer Cassie à affronter la réalité de ses paroles. Mon héritage était pas ce qu'elle convoitait, mais la force de caractère et l'intelligence que j'avais mise à son service, et qu'elle allait maintenant apprendre à ses dépens. La partie était loin d'être terminée, mais le pouvoir était désormais fermement entre mes mains. Mon plan, froidement calculé, a commencé par un silence assourdissant. J'ai gelé chaque centime, chaque ligne de crédit, chaque soutien financier direct, que Cassie tenait pour acquis. Elle ne l'a pas vu venir, personne n'aurait pu. Mes avocats, mes conseillers, tous discrets et loyaux, ont veillé à ce que chaque actif soit légalement inaccessible, protégé par une forteresse juridique impénétrable. Était le choc initial, la rupture abrupte avec sa réalité dorée. Je l'observais de loin, la voyant s'agiter, d'abord dans l'incompréhension, puis dans une panique grandissante. Était la première étape, pour lui montrer que l'argent ne tombait pas du ciel. Ensuite, l'isolement. J'ai discrètement activé mon réseau d'influence, non pas pour la détruire ouvertement, mais pour m'assurer qu'aucune porte ne s'ouvrirait facilement pour elle. Les prêts bancaires? Refusés. Les emplois bien rémunérés par mes connaissances? Inaccessibles. Des rumeurs d'insolvabilité ont commencé à circuler, subtilement, mais efficacement. Très vite, les amis opportunistes qui l'entouraient se sont évanouis dans la nature, comme des feuilles d'automne. Elle se retrouvait seule, confrontée à la dureté d'un monde qui ne la connaissait plus que par ses dettes. Était le désespoir, la solitude qui s'installait, une leçon amère sur la loyauté. Alors qu'elle touchait le fond expulsé de son appartement, sans ressources ni amis, j'ai orchestré une lueur d'espoir, un piège subtil. Une opportunité, apparemment aléatoire, s'est présentée, un poste de femme de ménage. Non pas n'importe où, mais dans l'un des immeubles commerciaux les moins prestigieux de Leroy Immobilier.
Elle devait y travailler sous un nom d'emprunt, loin de son ancienne vie, au salaire minimum, le SMIC. Personne sur place ne devait connaître sa véritable identité. Je voulais qu'elle expérimente le vrai labeur physique, l'humilité, le poids de chaque euro gagné à la sueur de son front. Était une épreuve, une immersion forcée dans la réalité. Pendant des mois je l'ai observée, de loin, discrètement. Je la voyais, épuisée, les mains rougies, luttant pour accomplir des tâches qu'elle aurait autrefois ignorées. La princesse gâtée avait disparu, remplacée par une jeune femme qui apprenait la dureté de la vie, brique par brique, comme moi autrefois. Mon cœur de mère se serrait parfois, mais ma résolution restait inébranlable. Chaque fois que le doute m'effleurait, les mots de son anniversaire résonnaient. Le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire ce serait de mourir. Et ma détermination se renouvelait. Le moment de la confrontation approchait. La révélation de ma présence était imminente. Puis est venue la révélation stratégique. Lors d'une inspection de routine de l'immeuble, j'ai organisé notre rencontre fortuite. Elle ne m'a pas reconnu immédiatement, perdue dans sa tâche, le visage fatigué. Quand je lui ai parlé, elle a levé les yeux, et là, un éclair de compréhension a traversé son regard. J'ai révélé qui Gigi était, et comment chaque étape de sa chute avait été orchestrée, non par méchanceté, mais comme une leçon. Je ne me suis pas vantée, j'ai simplement exposé calmement la vérité. Était un tournant, la prise de conscience que ma surprotection était devenue une éducation brutale, mais nécessaire, pour son autonomie.